M de Minotauro. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de M de Minotauro. En este caso vamos a hablar del díptico Arcane, del autor francés Pierre Bordage. Acabamos de publicar hace unas semanas la primera parte de este dúo, titulada La Desolación. Es una fantasía muy en línea con clásicos como Juego de Tronos, fantasía muy oscura. Y por nosotros es como la primera apuesta por este autor francés, que en Francia realmente es todo un fenómeno y está reconocido a nivel internacional, especialmente por sus obras de ciencia ficción. Por ahora se ha adentrado también en el campo de la fantasía. Y hoy, para hablarnos de Arcane y de todo el mundo que se crea alrededor de esta ciudad tan peculiar y descubrir sus secretos, tenemos la suerte de poder contar con Pierre Bordage, el autor de la duología, que estará aquí compartiendo sus secretos con nosotros. Pierre, bienvenue. Gracias. Comment vous sentez quand vous voyez une de vos œuvres en espagnol pour la première fois? C'est toujours très plaisant de voir qu'un de ces livres a plu dans un pays étranger et a été traduit, il a plu au point d'être traduit. Et je suis très fier en fait. Je suis très content parce que pour l'instant je n'avais rien en espagnol. Et je suis content de faire mon entrée sur le marché espagnol de la fantasy. J'ai vu que c'était assez vivant ici, la fantasy, donc je suis très content, très content. Tu crois que Arcane c'est un bon livre pour découvrir votre œuvre? Oui, je pense, parce que déjà la fantasy est plus accessible que la science-fiction de manière générale. Les codes de fantasy sont plus faciles à saisir que les codes de science-fiction. Et après, l'écriture reste la même. Que vous fassiez de la fantasy ou de la science-fiction, vous avez la même écriture. Donc si les gens apprécient de rentrer par Arcane, ils pourront me suivre sur d'autres types de romans, quoi. Donc oui, je pense que c'est un bon début pour commencer en manière. Même si je suis pas, vous l'avez dit, je suis pas assez spécialiste de science-fiction, de fantasy. Je suis plutôt un spécialiste de science-fiction, mais la fantasy m'a toujours plu parce qu'elle est intemporelle. De hecho, en la Desolación, como os adelantábamos, conoceremos la ciudad de Arcane, que está caracterizada por una desigualdad abrumadora entre el nivel superior y el nivel inferior, y los personajes que pueblan, digamos, ambas realidades. En este caso, tiene Arcane una amenaza externa que viene por un contingente belicoso de fuera de la ciudad, pero también tiene amenazas externas en forma de conspiraciones políticas que pueden amenazar, ¿no?, con socavar los cimientos de la ciudad. Y además también tenemos un elemento como la magia muy presente en esta historia, y esto es lo que hace, ¿no?, que nos adentremos en el mundo de la fantasía. En este caso tenemos 4 protagonistas que iremos descubriendo desde sus diferentes puntos de vista, alternándose en diversos capítulos. Tenemos por un lado a Ociel, que es una joven noble cuya familia ha sido masacrada ya en el primer capítulo de la novela. Tenemos una entrada brutal en el universo de Arcane. Después tenemos a Ren Yaorik, que son un encantador de piedras, un concepto que iremos descubriendo a lo largo de la novela, y un guerrero de un país extranjero cuya misión autoimpuesta es avisar a la gente de Arcane de que viene una amenaza externa que podría destruir la ciudad y acabar con todo lo que conocen. Y por otro lado tenemos a Noy, que es un noble de otra de las casas dirigentes de la ciudad, que en este caso ha sido conducido mediante el engaño a un matrimonio, y que este matrimonio dará paso a un cambio en su vida que empezará a abrirlo hacia fuerzas más oscuras de las que está acostumbrado a tener en su vida. En este caso quiero hablar también un poco de tu biografía, porque aparte, como hemos comentado en varias ocasiones, estás considerado como uno de los grandes autores franceses, especialmente de ciencia ficción, pero como comentas, quizás es más fácil entrar a través de la fantasía en tus trabajos. Tu obra ha sido además traducida a diversos idiomas, tienes en tu haber premios como el Grand Prix de l'Imaginaire y el Grand Prix Paul Féval. Y además, comentados en varias entrevistas que desde tu infancia siempre has tenido como este deseo de contar historias, ¿no?, de acercar tus historias al público, pero tienes una trayectoria vital como muy curiosa para un escritor. Vos notre biographie parlant de votre carrière unique. Pensez-vous que chaque profession a contribué à votre manière de ressentir et d'écrire, ou était-ce juste un moyen de subir? Non, je pense que toute expérience de vie sert à l'écriture. Parce que l'écriture, c'est pas seulement savoir écrire ou à poser des mots sur des feuilles.
savoir écrire, c'est aussi exprimer tout son être. Et l'être, il est nourri de toutes les expériences que l'on a faites. J'ai fait plein de boulots différents. Chaque fois, j'ai appris des choses dans dans ce genre de travail. Par exemple, j'ai vendu des brioches sur les marchés que je fabriquais moi-même, quoi. Ou j'ai été journaliste sportif. J'ai été commercial en jouets pour les comités d'entreprise en France des grandes entreprises. Je faisais leur arbre de Noël. Donc ça, c'est des choses qui sont sur le long terme. Donc tout ça, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris surtout à rencontrer des gens, à discuter avec des gens. Je m'intéresse, je suis très curieux de tout. Et quand je rentre dans un milieu, j'ai envie de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les richesses du travail et de l'entreprise. Donc j'ai beaucoup aimé tous les boulots que j'ai faits. Je les ai faits à fond. Puis à un moment, j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai stoppé de boulot. J'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Les Guerriers du Silence. Le premier tome d'une trilogie de space opéra. Et j'ai mis 8 ans à le faire publier. Et au bout de 8 ans, il a été publié et je me suis lancé dans l'écriture. Mais c'est vrai que j'ai été nourri de tous les travaux que j'ai faits avant. Como comentábamos, ¿no? Una carrera muy curiosa desde montar una librería esotérica, como comentabas, ¿no? Estar Oui, también... j'ai eu une librairie ésotérique et ma cliente principale, c'était une chanteuse française qui s'appelle Françoise Hardy, qui est décédée là récemment. Et elle venait souvent acheter des livres dans ma librairie. Al final, como comentas, todo acaba contribuyendo, creo, ¿no? Granito a granito a lo que escribís. Y también quería comentar que te criaste en una familia muy católica. Sí. Incluso llegaste a estar en un seminario unos años preparándote para el sacerdocio. Pero te diste cuenta de que aquello no acababa de ser, ¿no?, lo que te gustaba. Decidiste cambiar, por suerte también para nosotros, ¿no?, que así podemos disfrutar de tu escritura. Y sí que es verdad que tus novelas, yo creo que tienen también, sobre todo Arcane, una parte como mitológica, ¿no?, o más de culto reflejada en ellas. Certains écrivains de fantasy, de science-fiction, ont recliqué les mythes grecs, comme Dan Simons avec Ilion ou Javier Negrete avec Seigneurs de l'Olympe. Avez-vous déjà pensé à faire quelque chose de similaire avec les mythes grecs ou d'autres traditions? Mais je pense que j'ai un livre, par exemple, qui applique point par point les étapes de l'Odyssée, qui s'appelle Le Feu de Dieu. Okay. C'est un post-apocalyptique qui reprend exactement la narration de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est une de mes références. Hein. Moi, je dis quel est le livre que vous préférez, je dis c'est l'Odyssée en général. Parce qu'il y a tout là-dedans, donc tout. Et puis, moi, j'étais très nourri par les mythologies quand j'étais enfant, parce que j'avais un oncle qui m'offrait à chaque anniversaire un livre sur les mythologies du monde. En mythologie africaine, mythologie évidemment gréco-romaine, indienne, etc. Donc j'ai toujours été bercé par les mythologies. J'ai l'impression que j'écris naturellement façon mythologique. C'est-à-dire, j'applique presque inconsciemment ça parce que j'ai été tellement bercé là-dedans quand j'étais gamin que naturellement, je me suis inspiré des mythes. Et puis j'ai découvert après à l'université que la science-fiction existait. J'ai découvert ça tard en fait, à 18 ans. La science-fiction existait et c'était une sorte de réécriture mythologique de notre époque. C'est-à-dire que les mythologies avaient besoin d'être réécrites et c'était la science-fiction qui s'en occupait. Et donc je me suis dit, bah oui, le genre mythologique moderne, c'est la science-fiction et je vais faire de la mythologie. De hecho, también, aparte de esta parte como mitológica, en tus novelas y en este caso en Arcane, también hay como una fuerte presencia del tema espiritual, ¿no? Quizás un poco ligado a lo que comentábamos de tu experiencia vital. En este caso, vemos en Arcane, podemos ver, y en muchas de tus obras, como una vertiente distinta del catolicismo, con el que te criaste, lejos de una religión más institucionalizada, podríamos decir, que sí que nos da la impresión de que se refleja más como un poder más opresivo, ¿no? Alors, comment définirez votre conception de la spiritualité et comment cela influence votre œuvre? Alors, le séminaire, j'ai fait 4 années de séminaire, a fait que je suis sorti complètement dégoûté de la religion.
dégoûté des prêtres et de la religion. Puis après, j'ai jeté ça, j'ai refusé la spiritualité, enfin tout le bazar. Comme on dit, j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Et plus tard, à 20 ans, je suis allé en Inde pour la première fois et j'ai respiré un parfum très spécial qui est celui de la spiritualité. C'est bête à dire, je suis sorti de l'avion et je me suis dit, tiens, je suis ailleurs là. Et donc, j'ai retrouvé ce sens de la spiritualité. Puis j'ai beaucoup étudié des textes asiatiques, des textes sacrés. J'ai relu et tout ça. Et je me suis dit, finalement, la spiritualité, c'est la religion sans les dogmes. Donc, la spiritualité, c'est quelque chose qui libère. C'est pas quelque chose qui emprisonne. La religion emprisonne, la spiritualité libère. Et je me suis dit, voilà, je vais explorer la spiritualité de façon libre, à la fois dans mon écriture, dans ma vie, et en essayant de me tenir le plus loin possible des dogmes. Donc voilà, pour moi, la véritable spiritualité conduit à la liberté, tandis que la religion conduit à l'enfermement. Además, también has comentado en más de una ocasión que como autor te dejas llevar mucho por un punto de partida y por los personajes, ¿no? Sin tener específicamente claro dónde va a acabar la historia cuando empiezas a escribirlas. Vous avez dit que vous vous laissez guider par vos personnages sans avoir une idée claire de leur voyage. Travaillez-vous toujours comme ça? Oui, je travaille que comme ça. Si je connais avant la fin, le déroulement de l'histoire, ça ne m'intéresse pas de l'écrire. J'ai besoin d'être surpris par mes personnages, j'ai besoin de les laisser vivre, de les laisser mourir s'il faut. Et donc j'interviens très peu dans leur destin. Je me contente de les suivre, de les écouter et de me laisser guider par là où ils m'entraînent. Donc je ne fais pas de plan. Pas de plan, j'ai pas de fiche. J'ai juste une feuille de papier à côté de moi où je note le nom des personnages parce que parfois je les oublie. Une fois d'ailleurs, pour le tome 2 des Guerriers du Silence qui s'appelle Terra Mater, j'ai fait combattre un personnage qui était mort 2 chapitres avant. Et il y a un lecteur qui a remarqué et c'était publié comme ça. Il dit mais ce personnage-là qui combat, là, il est mort il y a 2 chapitres. Et ah oui, zut, il est mort, donc tant pis, on a changé les noms, mais c'était un peu tard, voilà. Donc je me méfie de moi-même parce que j'ai tellement peu de notes que je peux me perdre dans mes personnages ou dans les noms changent des fois. Il faut que je fasse attention. C'est curieux parce que Akane a une structure très compliquée, alors oui, mais c'est pareil, les personnages... J'ai commencé avec les Guerriers du Silence et je travaillais comme ça déjà, en immersion. Et il y avait 12 personnages amenés. Et je fonctionne comme ça naturellement, quoi. Et d'ailleurs, j'en discute pas mal avec mes collègues auteurs en France et puis même à l'étranger, du savoir est-ce qu'on est des structurants, c'est-à-dire des gens qui privilégient la structure avant de commencer l'écriture, ou est-ce que nous sommes des scripturants, c'est 2 termes inventés par un chercheur au CNRS en France, qui est aussi auteur de fantasy, et est-ce qu'on est des scripturants, c'est-à-dire des gens qui partent avec l'écriture et qui ne savent pas où ils vont, mais ils se laissent guider par l'écriture. Et c'est un travail en immersion, qui n'est pas toujours rassurant d'ailleurs, parce que parfois vous partez, puis vous ne savez plus où vous allez, vous êtes perdu dans votre histoire. Donc généralement, j'ai un petit coup de barre là, et je me dis, là, ce que je fais là, je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Et puis, quand ma femme était de ce monde, j'allais la voir et puis je lui disais écoute, là, je suis coincé, je crois que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon, j'ai envie d'arrêter. Elle me dit oh, vas-y, retourne travailler. Et je retournais travailler et puis je recommençais à écrire et puis voilà, la crise était passée. En fait, si je fais confiance à ce qui se passe, tout se passe bien. Même des situations que je pourrais trouver difficiles à dénouer, elles se dénouent toutes seules. Además, como comentábamos, Pierre Bordage eres especialmente conocido más por tus novelas de ciencia ficción. Tenemos sagas como Los últimos hombres, Los guerreros silenciosos, Roel el conquistador o Wang, pero en cambio Arcane es tu inmersión en el mundo de fantasía y además con un tono
como comentábamos antes, muy violento, muy oscuro, lo que aquí en España estamos acostumbrados a conocer como grimdark, sin héroes puramente puros, valga la redundancia, ¿no? Sin personajes puros 100%, sino que todos los personajes, incluso los que podemos catalogar como buenos, tienen sus taras, sus secretos, sus inseguridades. Vous avez dit que vous n'êtes pas intéressé par les étiquettes comme fantastique ou science-fiction, mais par écrire des histoires épiques comme les récits mythologiques. Abordez-vous les genres fantasy d'une manière différente? Les genres fantasy d'une façon différente? Non. C'est pareil, je me laisse guider par les personnages. Je suis leur côté sombre et leur côté joyeux, leur côté plus clair. Je les découvre en même temps. Non, je travaille de la même façon, simplement que l'univers est différent. Terry Pratchett disait que la science-fiction, c'est de la fantaisie avec des boulons. Donc voilà, quand je fais de la science-fiction, j'ai des boulons. Et quand je fais de la fantaisie, j'ai des chevaux et de la magie. Mais c'est la seule différence. Entre autres, le space opéra, je pense, est très proche du genre fantasy parce que les archétypes de space opéra sont ceux de fantasy. On prend les Star Wars. Star Wars, c'est un ordre médiéval avec un baron, un duc, un empereur, une sorte de magie qui est la force, une autre forme de magie qui est l'épice. Je sais pas, non, je confonds avec Dune là. Donc, une forme de magie qui est la force, les épées avec les sabres laser, les duels et tout ça, c'est très fantasy. La même structure. Sauf qu'il n'y a pas de chevaux, il y a des vaisseaux spatiaux. Et que le terrain de jeu, c'est l'espace. Mais sinon, c'est les mêmes ressorts dramatiques. Et donc pour moi, c'est assez facile de passer de la science-fiction à la fantasy parce que je fais une science-fiction qui n'est pas art science, qui est une science-fiction populaire. Et j'ai les mêmes archétypes, les mêmes personnages, je crois. Enfin, ouais, je pense que ça se ressemble beaucoup à la fantasy, le space opéra. Alors, comment avez-vous l'inspiration pour créer le monde d'Arcane et son histoire? Qu'est-ce que vous vouliez ajouter à votre travail avec cette nouvelle proposition? Ça m'intéressait de parler d'une ville déjà. Une ville avec une étrange une étrange caractéristique qui est on passe d'un niveau à l'autre en traversant des labyrinthes obscurs dans lesquels si on n'a pas un guide on se perd à jamais. Il y avait ça, il y avait aussi une sorte de parabole sur le pouvoir, ceux qui sont en haut protégés et Oziel va faire l'expérience de descendre jusque dans les fonds où son frère aîné a été enfermé des années plus tôt parce qu'il a été destitué par le Conseil des 7 familles régnantes. Et comme sa famille est massacrée, il va tenter de descendre pour retrouver son frère, banni autrefois dans les fonds d'Arcane, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et on va suivre toute une aventure verticale, c'est une descente verticale. Enfin, il y a deux choses. Il y a la descente verticale de la cité et il y a le trajet horizontal de Rennes avec le guerrier Auric pour prévenir Arcane de l'arrivée d'une menace extérieure. Donc voilà, il y a tout ça. On suit d'un côté la progression verticale, de l'autre côté la progression horizontale. Ouais. Et puis il y a une troisième ligne de narration qui est Noy. Noy, c'est un peu l'espion infiltré, enfin c'est notre espion, notre personnage infiltré dans le mécanisme du pouvoir de la cité pour mieux découvrir un peu les intrigues d'Arcane. Pensez-vous que Arcane appartient au genre grimdark? Je ne sais pas ce que c'est le grimdark. Ici, à l'Espagne, je crois, l'UK, sobre américain, grimdark, c'est une fantasy très obscure, violente. Dark fantasy. Oui, oui. C'est dark fantasy. Ouais, je savais pas qu'il y avait des sous-genres comme ça.
Donc je suis parti avec ce que je sais faire, et puis il se trouve que c'est du greenback, bon ben ok, il n'y a pas de problème. Mais j'avais pas de modèle précis en tête, j'avais mes personnages, et puis c'est vrai qu'on est plus proche d'univers comme Game of Thrones que de fantasy à la Tolkien, mais il n'y a pas de problème pour moi. Enfin, Mhm. c'est aussi pour montrer la face sombre des, des dirigeants d'Arcane. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Je veux bien être le greenback. Ah, je suis curieuse, connaissez-vous le travail d'auteurs comme Joe Abercrombie? Ouais, j'ai lu un peu Abercrombie. Ouais. Moi, quand je suis un vrai lecteur. Et je plonge dans la lecture et je cherche pas ni à m'inspirer, ni à imiter, ni quoi que ce soit. Mhm. Mais je deviens lecteur. Je me laisse entraîner par l'auteur. Et tant mieux si je remarque rien du style et tout ça, ça veut dire que il a bien réussi son coup. Il m'a pris, il m'a tiré à lui, et puis voilà. Et moi, c'est ça que je cherche à faire aussi avec mes lecteurs, c'est-à-dire, je voudrais que mon écriture soit transparente, qu'on se rende compte de rien et qu'on se retrouve à la fin du livre sans avoir vu passer le temps, quoi. Ya, cuando podáis leer la novela ya veréis que además, como él dice, tiene un estilo muy particular. De hecho, yo creo que tienes un estilo muy reconocible y que destaca mucho. Me acuerdo cuando empecé a leer Arcane, la manera de encadenar como acciones, ¿no? Me gustaba mucho cómo describías las escenas porque eran como muchas acciones encadenadas que te iban llevando como en un viaje Ya. por la ciudad. Y, sí, ¿no? Que tenías esta sensación de, pero qué pasa, pero llega, pero tal, ¿no? Y está un poco como ansiedad, entre comillas, que despierta en el lector en algunas situaciones el estilo que tienes de escribir. Y además, como comentábamos antes, la moralidad en la ciudad de Arcane es un bien más bien escaso, ¿no? Podríamos decir. Los nobles de las casas superiores, como comentábamos, se abandonan a la traición, al abuso de la servidumbre, al incesto, mientras que las capas inferiores, básicamente la gente hace lo que puede o lo que debe o lo que tiene que hacer, ¿no? Para sobrevivir sin importar si es más o menos ético. Alors, Arcane est très corrompu. On a presque envie de la voir brûler. Voulez-vous que les lecteurs ressentent cela? Oui. Oui, c'est une Arcane qui est une ville mythique et totalement corrompue. Et donc, c'est sûr que je veux faire ressentir au lecteur le dégoût aussi qu'inspire cette cité, qui est injuste, parce que fermant les niveaux entre les classes sociales, c'est... D'ailleurs, je ne dévoile pas la fin, mais on se rendra compte qu'Arcane ne tient sur pas grand-chose finalement. Et ouais, je voulais montrer qu'effectivement, susciter le désir chez le lecteur de détruire cette ville. Quand vous décrivez des groupes ruraux, même dans la pauvreté et l'ignorance, mais l'humanité apparaît. Est-ce une constante dans votre travail, montrant l'importance du contact avec la nature? Oui, c'est fondamental parce que les personnages existent aussi par leur relation avec leur environnement. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'extirper l'humanité de chaque personnage, y compris les méchants, quoi. Parce que chaque personnage est une richesse. Et il faut extraire la richesse de chaque personnage. Même pour celui qui trahit, même Noy, par exemple, qui est, on peut dire, un salopard, hein, un traître. Mais même Noy, il a une richesse aussi intérieure. Et je m'efforce de ne pas juger mes personnages, mais de les décrire, c'est-à-dire dans leurs contradictions, dans leurs souffrances, dans leurs espérances aussi. Donc tout ça, ça fait... ouais, m'intéresse beaucoup, ça, travailler la matière humaine. Además, como decíamos, la corrupción entre los más poderosos es uno de los temas principales en Arcane. Las casas nobles están dibujadas de una manera en que nadie se salva absolutamente, ¿no? E incluso en el caso de los protagonistas como Ciel o Noy,
o si él tiene los sentimientos un poco incestuosos, ¿no?, hacia uno de sus hermanos, ¿no?, y veremos que también entra cada vez como en una espiral más de decadencia. Pensez-vous que la lutte contre la corruption due au pouvoir est un thème essentiel de la fantasy? Oui, on trouve souvent ça, la corruption du pouvoir, la corruption, c'est-à-dire comme si les élites n'accomplissaient pas leur rôle, qui est celui de, normalement, garantir à la population une vie paisible et heureuse. Heureuse peut-être pas, mais au moins une vie paisible. Et ne tiennent aucun compte de ça finalement. Elles ne remplissent pas leur rôle. Et c'est ce que montre la fantaisie, c'est les éternelles déviances du pouvoir. Et le pouvoir conduit à un des abus. Et le pouvoir absolu corrompt, comme disait je ne sais plus qui en France, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc plus le pouvoir est puissant et intouchable, et plus il est corrompu. Malheureusement, hein, parce que c'est une sorte de faculté d'être humain. On le voit de nos jours, on le voit pour les gens qui veulent. En France, c'est une période des élections, et on voit les gens qui veulent garder le pouvoir à tout prix, enfin, etc. Même nos démocraties sont un peu dévoyées là-dessus. C'est-à-dire, on vote pour les plus promettants, les plus grandes gueules. Ok, ben voilà, c'est une caractéristique, je pense, de l'humain qui est au pouvoir, c'est qu'il se laisse corrompre, il se laisse dépasser par son pouvoir. À Cannes aussi, les inégalités sont très fortes. Avez-vous utilisé les tons violents du roman pour dénoncer ce déséquilibre social? Oui, parce que c'est normal. Les partitions, les murs, vous savez, les murs comme celui qu'on dresse entre les enclaves espagnoles de Ceuta, Melilla, oui. Le mur entre les Américains et les Mexicains, enfin tout ça, ça crée de la violence. Ça crée de la violence parce que c'est un effet de rejet. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de passer là, c'est un rejet. Pourquoi on n'a pas le droit de passer là? Bon, les labyrinthes servent de ça, hein, Arcane. Donc, mais c'est plus vous descendez dans le bas des niveaux, et plus vous êtes rejeté finalement, plus vous vous sentez rejeté. Donc ça crée tout de suite un climat de violence. Parce que il y a un sentiment d'injustice qui apparaît, et donc les populations vont être traversées par des flambées de violence. À un moment, on voit des massacres qui se passent dans Arcane, dans un niveau, parce qu'il y a des guildes qui ne sont pas d'accord entre elles. Et ouais, l'effet d'enfermement, enfin, c'est un enfermement. Hein, quand vous êtes dans un niveau et vous êtes condamné, pour sortir, c'est très compliqué. C'est un enfermement, c'est un confinement, un petit peu comme on a vécu avec le Covid. Et donc, l'effet confinement crée beaucoup de violence. Parce qu'on a vu avec le Covid que les violences conjugales augmentaient, les violences faites aux enfants augmentaient. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans un univers confiné et que vous n'avez pas beaucoup de chance de vous échapper, vous n'avez qu'une seule solution, c'est la violence. Como decíamos, hablábamos de escenas violentas o de violencia presente en la novela. La violence de la série de ces passages de romance sont souvent critiqués. Critiqués. Oui, il y a personnes qui n'aiment pas ça, mais comment cela correspond à votre spiritualité et à l'optimisme de votre histoire? Comment balancer ça? Ben, je pense que le fait d'être optimiste, parce que je suis plutôt un optimiste, à la fin du roman, ça ouvre toujours des perspectives, n'est pas contradictoire avec le fait de montrer la violence. Parce que la violence, je l'explique aussi, elle n'est pas gratuite. Là, hier, je suis allé voir l'expo Goya chez Niemeyer, au musée, et il a beaucoup été marqué par la guerre. Il fait des scènes d'horreur dans la guerre qui sont terribles. Hein, c'est terrible, les dessins de Goya.
Goya, on dit non? Goya ou Goya? Goya. Goya. Et, mais je ne veux pas lui reprocher ses dessins, au contraire, c'est une façon de dénoncer les horreurs de la guerre. On voit bien qu'il y a de la souffrance, mais c'est d'une violence extrême, quoi. Mais j'ai pas peur de la violence. Je n'ai pas peur de décrire la violence quand elle est nécessaire. Donc si elle n'est pas nécessaire au livre, je la mettrai pas. Mais bon, voilà, les personnages, parce que je suis mes personnages toujours, m'emmènent vers leur côté sombre, vers des violences, et ben je n'occulte rien, je n'ai pas de jugement. Et c'est ça peut-être qui a rapport avec la spiritualité, c'est que j'ai pas de jugement sur mes personnages. C'est-à-dire qu'ils ont tous ce droit d'être. Après, qu'ils se combattent entre eux, c'est normal, quoi. Mais ils ont tous ce droit d'être, et c'est ce qui fait la richesse du roman, c'est ces oppositions. Donc voilà, c'est des ressorts dramatiques dont je ne vais pas me priver, même si je sais que ça choque certains. Encore que dans Arcane, ça va, hein, c'est pas si méchant que ça. Volviendo un poco a la espiritualidad que comentabas ahora también, en Arcane podemos decir que conviven dos cultos muy distintos. Por un lado la desolación y por otro la resurrección, ¿no? Que son opuestos pero también complementarios y que de hecho son los que dan título a los dos libros de la duología, ¿no? Comenzamos ahora con la desolación. La desolación est un culte sombre et démonique et la résurrection n'est pas très bien non plus. Est-ce ça une critique des religions institutionnalisées? Oui, je critique toujours. C'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit séminaire où j'ai découvert la violence des dogmes et l'imposture que sont les dogmes, qui sont contraires même aux enseignements du Christ, parce que le Christ nous enseigne plein de choses et l'Église n'en fait rien, quand on fait le contraire. Si j'étais chrétien, vraiment, j'interrogerais le Vatican pour savoir pourquoi est-ce que l'Église est très différente de l'enseignement de son prophète. Donc, je critique les religions institutionnalisées parce que ce sont des détournements de spiritualité, au sens de captation d'héritage. Vous savez, quand vous avez un héritage et que quelqu'un va essayer de vous le soustraire, c'est la même chose. Les églises elles essaient de soustraire l'aspiration à la spiritualité de chaque être humain. Et ça, c'est une tragédie. Tragédie parce que ça jette les gens les uns contre les autres. Le Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. L'Église, on fait de l'acquisition, etc. Donc, des guerres de religion incessantes. Donc, je critique oui, vertement les religions institutionnalisées parce que ce sont des pouvoirs illégitimes. Más como, diría que como toda buena obra de fantasía, en este caso en Arcane, también presenta no solo una muy completa construcción del mundo de la ciudad y de lo que la rodea, sino también su propia magia, sus propias criaturas y mitología interna. Beaucoup des mondes depuis des décennies, surtout en science-fiction. Avez-vous maîtrisé la construction du monde où chaque nouveau monde est nouveau? Je remets tout à zéro, je recommence tout à zéro chaque nouveau monde. Là, je suis en train de m'écrire un space opéra et je recommence tout à zéro, quoi. Space opéra, ça veut dire plusieurs planètes colonisées, ça veut dire des espèces non humaines. Et là, il y a une espèce non humaine qui a décidé de détruire les humains, d'exterminer les humains. Et donc, on va suivre un vaisseau qui s'appelle le vaisseau mère, qui va essayer de sauver le maximum d'humains possible. Mais dans quel but sauve-t-elle mère, sauve-t-elle les humains? On ne le sait pas. Donc voilà, je suis là-dedans, c'est complètement différent. Et je découvre l'univers aussi. Les personnages me montrent leur univers. Ça me plaît énormément. J'adore les aventures spatiales aussi. Et donc, mais je repars de zéro. Chaque roman, c'est table rase des romans déjà précédemment écrits et je repars de zéro, quoi. C'est nouveau. Chaque nouveau roman est un nouveau défi.
pour Arcane, est-ce que tu as créé le monde premier et après tu as Non, repensé l'histoire je suis parti avec Oziel le matin, qui est son 7e niveau, qui écoute le chant des aubins, les chants des oiseaux. Et puis d'un seul coup, elle a une prémonition. Il se hâte de rentrer chez elle et elle découvre que sa famille est assassinée. Et tout le reste découle après, tout le reste découle. Je savais juste que j'avais une ville à niveau, c'est tout. C'est un principio impactant pour la première scène. C'était une sorte, je pense que je me suis basé sur les lois de Manu. Manu en Inde, qui a donné les intouchables, par exemple, ça les caste. C'est un peu caste par caste, sauf que là c'est séparé, mais voilà. En Inde, la division, ça crée les intouchables, etc., quoi. Mais on peut dire que dans Arcane, il y a une sorte d'intouchable aussi. Además, ahora con la primera parte publicada podemos decir que el final del primer libro deja a prácticamente todos los protagonistas en situaciones muy complicadas, ¿no? Un poco cliffhanger, ¿no? Esperando qué les pasará. Il faut encore insister pour ne pas entrer dans les spoilers, mais que peut attendre d'une manière générale le lecteur pour cette part? Qu'est-ce que peut trouver le lecteur dans le livre? Oui, pour la résurrection, no spoilers, mais... De l'aventure, beaucoup d'aventure. Oui. De l'intérêt, j'espère. L'attachement au personnage. Le dépaysement. J'espère que j'ai bien fait mon travail, tout simplement. J'espère que j'ai écrit comme il fallait écrire pour que le lecteur se sente happé par l'histoire et n'en sorte plus. De toute façon, globalement, j'en suis à 70 livres. J'essaie toujours de mettre le maximum d'énergie dans ce que je fais pour que le lecteur sente cette énergie et adhère complètement à l'univers. Me gustaría, antes de cerrar el bloque, también hablar un poco de tus influencias literarias. Sí. Quel auteur classique et contemporain est-ce que Homère. tu aimes? Très classique. J'ai bien aimé Herbert, effectivement. Bradbury, Chroniques martiennes. Premier livre que j'ai découvert à l'université. Simac, Demain les chiens. Puis après, c'est vrai que j'ai découvert Orson Scott Card, qui est Stratégie Ender, etc. Que je trouve un auteur merveilleux, même si le côté mormon est un peu envahissant chez lui et qu'il verse dans le dogmatisme aussi. Mais c'est un romancier fabuleux qui injecte ses doutes et ses souffrances dans chacun de ses bouquins, et c'est très intéressant. Mais j'ai bien aimé globalement tous les auteurs de l'âge d'or américain. J'ai découvert la science-fiction comme ça, par un cours de littérature comparée à l'université, qui était consacré à la science-fiction américaine de l'âge d'or. Donc j'ai découvert Von Vogt, Zelazny, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, j'ai mis sous Heinlein, Robert Heinlein, voilà, tous ces gens-là. C'est vraiment eux qui m'ont amené à la science-fiction. Bizarrement, j'ai zappé Jules Verne, où j'ai fait mes études dans la ville où il est né pourtant, mais un autre. J'ai zappé aussi un autre auteur qui a été soi-disant important pour la science-fiction française, qui est comment ça s'appelle, René Barjavel. Je suis arrivé par les Américains. Et j'ai continué, parce que je trouve que les Américains ont quelque chose de plus que les Français. Ils ont un sense of wonder, le sens du merveilleux, qui est très important, je pense, à la fois en fantasy et en science-fiction. Évidemment, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, il y a eu une très grande auteure, autrice, qui s'appelle Ursula Le Guin. Donc la fantaisie aussi est très, très intéressante.
Donc voilà, ça, ce sont mes influences. Antes de acabar, sí que querríamos pedirte una recomendación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quels sont, à votre avis, les grands auteurs de fantasy et de science-fiction française que le public espagnol a de découvrir? Alors, je suis un peu embêté pour répondre à ça parce que actuellement, il y a une génération de jeunes femmes en France qui écrivent de la science-fiction et de la fantasy qui sont superbes. Elles sont vraiment... il y a Estelle Faye, il y a Judith Niogret, il y a... comment elle s'appelle? Oui, j'ai appris les noms. Oui. Donc il y a un renouvellement considérable des auteurs en France. Et il y a vraiment une installation des auteurs femmes, surtout en fantasy, mais aussi en science-fiction. Et sinon, comme classique de science-fiction, il y a Laurent Genefort, il y a Jean-Marc Ligny, il peut y avoir Ayerdam, il est décédé, donc est-ce que je pourrais avoir... Enfin, il y a plein de jeunes qui arrivent, qui sont bons. Il faut venir dans les festivals. Venez faire votre marché en France. Pour les découvrir. Même pour découvrir, parce que il y a 2 grands festivals en France. Il y a Utopial et Imaginal. Utopial qui fait 120 000 personnes. C'est très très gros. J'ai été président pendant 10 ans de l'association. Et Imaginal qui fait une cinquantaine de mille de personnes. Et Imaginal c'est plus fantasy, Utopia c'est plus science-fiction. Okay. Et là vous avez tous les zones, beaucoup d'auteurs qui sont là, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en France. Beaucoup. C'est bon, ça c'est bon. Pierre, merci beaucoup pour être avec nous. C'était un plaisir, merci de m'avoir reçu. Y para todos y todas los que nos estáis viendo, hasta aquí este Medio Minotauro. Nos vemos en el próximo con más novedades de fantasía y ciencia ficción.